Dans les archives poussiéreuses du département de la Seine-et-Marne, un registre d'état civil porte une anomalie qui glace le sang. Entre 1783 et 1799, la famille Beaumont a enregistré l'adoption de 47 enfants. Mais aucun certificat de décès n'existe pour ces mêmes enfants une fois devenus adultes. 47 petites âmes qui ont simplement disparu de l'histoire. Si cette révélation vous intrigue autant qu'elle nous a troublés, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car ce que nous allons vous révéler sur le château de Malpertuis pourrait changer votre perception de l'innocence enfantine à jamais. Nous sommes en 1783, dans la campagne brumeuse de Seine-et-Marne, à une époque où la France vacille sous le poids de ses contradictions. Louis XVI règne sur un royaume au bord de l'effondrement financier, tandis que les idées des Lumières commencent à ébranler les fondements de l'ancien régime. La dette royale s'élève à des sommes astronomiques, les récoltes sont catastrophiques depuis 3 années consécutives, et la noblesse provinciale peine à maintenir son train de vie dans un contexte économique de plus en plus difficile. Dans cette atmosphère de tension sociale grandissante, où les cahiers de doléances circulent déjà en secret dans les chaumières, où les philosophes remettent en question l'ordre établi, où la science commence à supplanter la religion comme source de vérité, le château de Malpertuis se dresse comme un symbole ambivalent de cette aristocratie en mutation. Édifié au XVIe siècle sur les ruines d'une ancienne forteresse médiévale qui gardait autrefois la route de Meaux, le château appartient depuis 4 générations à la famille Beaumont, une lignée de petits nobles qui ont su naviguer habilement entre les intrigues de Versailles et les réalités concrètes de leur domaine provincial. Leurs armes, 3 fleurs de lys d'or sur champ d'azur, surmontées d'une couronne comtale, ornent encore aujourd'hui les vestiges de leur demeure maudite. Le domaine s'étend sur près de 3000 hectares de terres agricoles, de forêts sombres et de marécages qui exhalent une brume perpétuelle. Ces terres, acquises au fil des siècles par mariage avantageux et achats judicieux, constituent un véritable petit royaume au cœur de la France rurale. 250 familles paysannes y vivent et y travaillent, liées au château par des liens féodaux qui remontent à l'époque médiévale. Le château lui-même impressionne par sa masse imposante. Construit en pierre calcaire, extraite des carrières locales, il se compose d'un corps de logis principal, flanqué de 4 tours rondes, le tout cerné de jardins à la française dessiné sous Louis XIV par un élève de Lenôtre. Mais en cette fin du XVIIIe siècle, l'ensemble porte les stigmates du temps et du manque d'entretien. Les toitures d'ardoise laissent filtrer la pluie, les boiseries se rongent d'humidité, et les tapisseries se décolorent dans des salons de moins en moins chauffés, car les Beaumont traversent une crise profonde qui dépasse le simple cadre financier. Leur lignée, autrefois prolifique, s'étiole dangereusement. Les 3 générations précédentes ont été marquées par des morts prématurées, des épidémies mystérieuses qui ont décimé les héritiers, des accidents troublants qui ont emporté les plus prometteurs d'entre eux. Une malédiction semble peser sur cette famille, comme si leurs ancêtres avaient contracté quelques dettes terribles envers le destin. Les paysans qui travaillent ces terres parlent à voix basse du château, de ses tours élancées qui percent la brume matinale comme des doigts accusateurs pointés vers le ciel, de ses fenêtres aux volets perpétuellement clos qui semblent cacher des secrets inavouables. Les plus anciens racontent des histoires étranges, des lumières qui dansent la nuit dans les tours, des cris qui résonnent dans les souterrains, des disparitions inexpliquées de domestiques trop curieux. Mais au-delà des superstitions populaires, une réalité économique implacable s'impose. Les récoltes sont mauvaises depuis plusieurs années, les impôts royaux de plus en plus lourds et la concurrence des grands domaines modernisés menacent l'équilibre précaire de cette seigneurie traditionnelle. Les Beaumont doivent s'adapter ou disparaître, innover ou sombrer dans l'oubli, comme tant d'autres familles nobles de province. C'est dans ce contexte tendu qu'Henri-Auguste de Beaumont hérite du domaine en 1782, à l'âge de 32 ans. 5e comte de Malpertuis,
Il incarne parfaitement les contradictions de son époque. Nourri de culture classique et de philosophie moderne, passionné de sciences naturelles et de médecine, mais aussi prisonnier des contraintes financières et sociales de sa condition. Henri-Auguste a étudié à Paris, fréquenté les salons encyclopédistes, correspondu avec les grands esprits de son temps. Il a même suivi pendant quelques mois les cours d'anatomie du célèbre chirurgien Pierre-Joseph Desaulles à l'Hôtel-Dieu. Cette formation médicale, inhabituelle pour un noble de province, va s'avérer déterminante dans les événements qui vont suivre. Car Henri-Auguste nourrit une ambition dévorante. Être admis à l'Académie royale des sciences, rejoindre cette élite intellectuelle qui façonne l'avenir de la France. Pour cela, il lui faut produire des travaux originaux, apporter sa contribution au progrès de la connaissance humaine. Mais comment mener des recherches sérieuses dans un château de province, loin des laboratoires parisiens et des bibliothèques savantes? Sa femme, Élisabeth Charlotte de Beaumont, née Valuan, partage ses aspirations intellectuelles tout en y ajoutant ses propres obsessions. Issue d'une famille de parlementaires parisiens ruinés par des spéculations malheureuses, elle a épousé Henri-Auguste en 1779 dans l'espoir de retrouver un rang social perdu. Femme de 30 ans réputée pour sa beauté glaciale et son esprit acéré, elle s'est passionnée pour les théories pédagogiques de Rousseau, tout en les détournant vers des applications que l'auteur de l'Émile n'aurait jamais imaginées. Le couple forme une alliance redoutable. Lui apporte les connaissances médicales et l'ambition scientifique, elle la psychologie manipulatrice et une compréhension instinctive des mécanismes de domination. Ensemble, ils vont transformer leur domaine en laboratoire secret, leur noblesse déchue en instrument de pouvoir absolu sur des êtres sans défense. L'idée germe lentement au cours de l'hiver 1782-1783. Face à leurs difficultés financières croissantes, les Beaumont cherchent des moyens de réduire leurs coûts tout en développant leurs activités scientifiques. C'est alors qu'Henri-Auguste se souvient des expériences qu'il a observées à Paris sur des condamnés à mort, des dissections pratiquées sur des cadavres de pauvres, de cette conviction partagée par beaucoup de médecins de l'époque que certaines vies valent moins que d'autres. « Ma chère Élisabeth », dit-il un soir de février 1783 dans le grand salon du château, tandis que la neige fouette les fenêtres, « nous perdons notre temps et notre argent à essayer de maintenir un train de vie qui ne correspond plus à nos moyens. Pourquoi ne pas transformer notre situation en opportunité ?» Élisabeth Charlotte lève les yeux de son ouvrage de broderie, intriguée par le ton de son époux. « Que suggères-tu, mon ami ? Nous possédons un domaine isolé, des dépendances inutilisées, une autorité sans partage sur nos vassaux. Et surtout, nous avons accès à une ressource que les savants parisiens nous envieraient. Une population d'enfants abandonnés, orphelins, dont personne ne réclamera jamais compte. » L'idée, une fois formulée, semble évidente. La région regorge de familles misérables, accablées par la crise économique, qui seraient heureuses de confier leurs enfants à une famille noble capable de leur offrir un avenir meilleur. Ces enfants deviendraient les sujets d'expériences révolutionnaires qui feraient la gloire scientifique des Beaumont. Imagine, poursuit Henri-Auguste avec une excitation croissante, que nous puissions étudier méthodiquement les effets de différents régimes alimentaires sur la croissance humaine, que nous puissions comprendre les mécanismes exacts de l'adaptation du corps humain aux conditions extrêmes, que nous puissions développer des théories nouvelles sur l'éducation optimale des enfants. Élisabeth Charlotte comprend immédiatement l'ampleur des possibilités qui s'ouvrent. Elle-même a toujours été frustrée par les limitations imposées aux femmes dans le domaine intellectuel. Voici l'occasion de mener ses propres recherches, de développer ses théories sur l'éducation et la psychologie enfantine, de laisser sa marque dans l'histoire des sciences. Ce serait effectivement révolutionnaire, murmure-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Mais il faudrait agir avec la plus grande discrétion. Naturellement, nous présenterons cela comme une œuvre de charité. L'adoption d'orphelins par des familles nobles est une pratique courante et louable. Personne ne s'étonnera de notre générosité apparente. C'est ainsi que germe dans le confort feutré d'un salon aristocratique
l'une des entreprises les plus monstrueuses de l'histoire française. Les Beaumont ne se contentent pas d'adopter des enfants, ils vont les transformer en cobayes humains, étudier méthodiquement leur résistance à la souffrance, développer des techniques de manipulation psychologique qui ne seront redécouvertes qu'au XXe siècle par les régimes totalitaires. C'est par une froide soirée de novembre 1783 que tout commence véritablement. Margot Lecomte, une jeune veuve de 26 ans du village de Boissy-aux-Cailles, frappe désespérément à la porte du presbytère. La pluie glaciale a trempé ses vêtements de bure, transformé ses cheveux châtains en mèches collantes, et ses yeux rougis par les larmes témoignent d'un chagrin qui dépasse la simple détresse matérielle. Elle tient dans ses bras un enfant d'à peine 4 ans, son fils unique Pierre, fruit de son union avec un journalier mort l'année précédente de la fièvre putride qui a ravagé la région. L'enfant, amaigri par les privations, s'accroche à sa mère avec la désespération instinctive de ceux qui sentent l'abandon approcher. « Mon père », supplie-t-elle le curé du Breuil, en pénétrant dans le presbytère modestement éclairé par quelques chandelles, « je ne peux plus le nourrir. Mon époux est mort, mes maigres économies sont épuisées, et l'hiver sera plus rude que jamais. On dit que monsieur le comte recherche des enfants à adopter, qu'il leur offre une éducation digne et un avenir meilleur que celui que je peux leur donner. » Le curé Louis-Marie Dubreuil, homme de 55 ans au visage marqué par les excès de table et une existence confortable, hoche la tête avec une compassion qui semble quelque peu calculée. Effectivement, depuis quelques mois, le comte Henri-Auguste fait discrètement courir le bruit qu'il souhaite adopter des enfants orphelins ou abandonnés. Une démarche charitable particulièrement louable, répète-t-il à qui veut l'entendre, qui témoigne de la bonté naturelle de cette noble famille et de son désir de contribuer au bien-être de la communauté. Le curé Dubreuil connaît bien les difficultés financières des Beaumont. Il gère d'ailleurs une partie de leurs affaires temporelles, mais il a aussi remarqué l'amélioration subtile de sa propre situation depuis qu'il sert d'intermédiaire pour ses adoptions. Sa table, jadis modeste, s'orne désormais de viande rare et de vin fin. Son presbytère se garnit de meubles neufs et de livres coûteux, et sa bourse se gonfle de dons généreux, dont il préfère ne pas trop examiner l'origine exacte. « Ma fille », répond-il en caressant distraitement les cheveux emmêlés du petit Pierre, qui tremble autant de froid que de peur. « Monsieur de Beaumont est effectivement un bienfaiteur pour notre communauté. Il a déjà accueilli plusieurs enfants dans son château, leur offrant gîtes, couverts et instructions. Je connais peu de nobles qui montrent une telle générosité envers les déshérités. » Margot serre son fils contre elle, déchirée entre l'espoir et l'angoisse. Comment abandonner son enfant, chair de sa chair, fruit de son amour pour son défunt époux, mais comment aussi le regarder dépérir de faim et de froid dans la masure humide où ils survivent tant bien que mal. « Il sera bien traité ?» demande-t-elle d'une voix brisée. « Il ne manquera de rien. » « Madame le comte, » répond le curé avec une solennité étudiée, « les enfants recueillis par monsieur le comte reçoivent une éducation qui ferait l'envie de bien des bourgeois. Ils apprennent à lire, à écrire, à compter. On leur enseigne le latin, l'histoire, les bonnes manières. Votre fils aura des chances dans la vie qu'aucun enfant de sa condition ne peut espérer ailleurs. » Le petit Pierre, malgré son jeune âge, semble comprendre qu'il se joue quelque chose d'important. Il resserre ses petits bras autour du cou de sa mère et murmure d'une voix à peine audible « Maman, j'ai faim ». Ces mots simples achèvent de briser la résistance de Margot. Comment peut-elle condamner son enfant à la misère par égoïsme maternel ? Le curé lui assure que l'adoption par les Beaumont représente sa seule chance de survie et de réussite. « Je peux arranger une entrevue pour demain », propose Dubreuil. « Vous pourrez juger par vous-même des conditions de vie qu'offre le château. » Le lendemain matin, Margot Lecomte gravit l'allée de peupliers qui mène au château de Malpertuis. L'automne tardif a dépouillé les arbres de leurs dernières feuilles, et leurs branches nues griffent le ciel gris comme des squelettes suppliants. Le château lui-même, vu de près, impressionne autant qu'il inquiète. Ses pierres noircies par les siècles, ses fenêtres aux volets clos qui semblent cacher des mystères,
ces tours qui se perdent dans la brume matinale. Un domestique en livrée, luxe rare dans cette époque de restriction, les conduit à travers des couloirs sombres, ornés de portraits d'ancêtres au regard sévère. L'atmosphère est oppressante. Les tapis étouffent les bruits de pas. Les boiseries sentent l'humidité et la cire ancienne, et une étrange odeur flotte dans l'air, mélange de médicaments et de quelque chose d'indéfinissable et de déplaisant. Henri-Auguste de Beaumont les reçoit dans le grand salon, une pièce au décor imposant mais vieillot, où les dorures écaillées témoignent d'une grandeur passée. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux poudrés selon la mode de l'époque, vêtu d'un habit de velours violet brodé d'or qui contraste avec l'austérité générale du château. Mais ce qui frappe le plus chez lui, c'est son regard. Des yeux noirs, perçants, qui semblent analyser et cataloguer tout ce qu'il voit. « Madame le comte, dit-il d'une voix douce mais étrangement froide, j'ai appris votre situation par notre bon curé. Permettez-moi de vous exprimer ma compassion pour vos difficultés. Votre enfant est charmant. » Il s'agenouille devant le petit Pierre, qui se cache instinctivement derrière les jupes de sa mère. L'homme l'observe avec une attention troublante, comme un naturaliste examinerait un spécimen rare. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» demande-t-il en tendant une main aux ongles soigneusement manucurés. L'enfant ne répond pas, intimidé par ce décor imposant et cet homme étrange qui le dévisage avec tant d'intensité. Henri-Auguste sourit, mais ce sourire ne parvient pas à réchauffer son regard clinique. « Il est timide, c'est normal à son âge. » reprend le comte en se relevant. « Ici, il recevra l'éducation d'un gentilhomme. Il apprendra le latin, les mathématiques, l'histoire naturelle, l'équitation. Il ne manquera de rien et aura toutes les chances de réussir dans la vie. » Margot observe les lieux avec un mélange d'admiration et d'angoisse. Le luxe relatif du salon contraste avec la pauvreté de sa propre condition. Mais quelque chose dans l'atmosphère générale la met profondément mal à l'aise. Une intuition maternelle peut-être, ce sixième sens qui avertit les mères des dangers qui menacent leur progéniture. « Vous prendrez vraiment soin de lui ?» demande-t-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. « Il pourra m'écrire? Je pourrai lui rendre visite ?» Henri-Auguste échange un regard furtif avec son épouse, Élisabeth Charlotte, qui vient d'entrer silencieusement dans le salon. Cette femme d'une trentaine d'années, d'une beauté froide et aristocratique, observe la scène avec un détachement qui glace le sang. Elle porte une robe de soie gris-perle qui met en valeur sa pâleur naturelle et ses cheveux d'un blond presque blanc. « Naturellement, » répond le comte avec une solennité qui sonne faux. « Vous pourrez rendre visite à Pierre une fois par mois, le dimanche après les vêpres, et dès qu'il saura écrire convenablement, il pourra vous donner de ses nouvelles. » Élisabeth Charlotte s'approche à son tour de l'enfant, l'examine avec la même attention clinique que son époux. Ses mains, fines et blanches comme de la porcelaine, effleurent les cheveux du petit Pierre avec une tendresse calculée. « Il a une bonne constitution », murmure-t-elle à l'oreille de son mari, assez bas pour que Margot n'entende pas distinctement mais assez fort pour créer une gêne. Il résistera bien au traitement. Ce mot étrange, traitement, résonne bizarrement dans l'esprit de Margot, mais elle n'ose demander d'explication. Comment une simple paysanne pourrait-elle questionner les propos de nobles si érudits? « Madame le comte, reprend Henri-Auguste, si vous acceptez de nous confier Pierre, nous nous engageons à en faire un homme accompli. En échange, nous vous demandons seulement votre discrétion absolue sur nos méthodes pédagogiques. Vous comprenez, nous expérimentons des techniques nouvelles d'éducation, inspirées des dernières découvertes en sciences naturelles. Il serait fâcheux que des esprits ignorants ou malveillants puissent mal interpréter nos innovations. » Cette demande de discrétion achève de troubler Margot. Mais que peut-elle faire d'autre? L'hiver approche et elle n'a plus de quoi nourrir son fils. Au moins, ici, il survivra. « J'accepte, » murmure-t-elle finalement, les larmes aux yeux. Henri-Auguste tire de sa veste une bourse contenant 20 livres, une somme considérable pour une paysanne, et la remet à Margot avec un sourire satisfait. « Ceci vous aidera à passer l'hiver, » dit-il. « Pierre sera bien traité,
Vous avez ma parole de gentilhomme. C'est ainsi que le petit Pierre Lecomte devient le 12e enfant adopté par la famille Beaumont. Sa mère repart le cœur serré, emportant avec elle une bourse remplie d'or et la promesse de revoir son fils tous les mois. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Une fois Margot partie, le masque de bienveillance tombe instantanément. Henri-Auguste et Élisabeth Charlotte échangent un regard complice, celui de deux prédateurs qui viennent de capturer leur proie. « Excellent spécimen !» murmure la comtesse en observant l'enfant terrorisé qui s'accroche encore à l'espoir de revoir sa mère. 4 ans, bonne constitution malgré la malnutrition récente, intelligence apparente, il fera un sujet d'étude parfait. Le petit Pierre ne comprend pas ces mots savants, mais l'instinct enfantin lui fait sentir le danger. Il commence à pleurer, appelant sa maman d'une voix de plus en plus désespérée. « Emmène-le !» ordonne sèchement Henri-Auguste au majordome Barnabé Roussel, homme squelettique d'une 60aine d'années dont le visage émacié évoque irrésistiblement la mort personnifiée. Cellule numéro 12, protocole d'adaptation standard. Roussel saisit l'enfant avec une brutalité calculée, plaque sa main osseuse sur sa bouche pour étouffer ses cris et l'emporte vers les sous-sols du château. Pierre se débat de toutes ses petites forces, mais que peut un enfant de 4 ans contre un homme adulte déterminé? Les caves du château de Malpertuis ont été aménagées par les Beaumont en véritable laboratoire souterrain. D'anciennes caves à vin ont été transformées en cellules individuelles, séparées par des murs de pierre épais qui étouffent les cris. Chaque cellule mesure 2 mètres sur 3, éclairée par une unique chandelle qui brûle quelques heures par jour seulement. Le sol est recouvert de paille moisie et un seau fait office de latrine. 12 cellules sont déjà occupées par des enfants âgés de 3 à 10 ans, tous adoptés par les Beaumont au cours des derniers mois. Ces enfants, dans un premier temps, ont espéré revoir leur famille. Puis, petit à petit, l'espoir a cédé la place à la résignation, puis à une forme d'apathie qui constitue le premier stade de la méthode Beaumont. Car Henri-Auguste et Élisabeth Charlotte ont développé un système méthodique de rééducation qui vise à transformer des enfants normaux en cobayes parfaitement dociles. Ce système s'articule autour de 3 phases principales, chacune ayant ses objectifs spécifiques et ses techniques particulières. L'enfant nouvellement arrivé est plongé dans un environnement totalement étranger, privé de tous ses repères habituels. Il ne sait jamais quelle heure il est, si c'est le jour ou la nuit, depuis combien de temps il est enfermé. Les repas sont donnés à intervalles irréguliers, parfois 2 fois dans la même journée, parfois pas du tout pendant 48 heures. Cette désorientation temporelle s'accompagne d'une déstabilisation psychologique systématique. Les geôliers, Roussel et 2 complices triés sur le volet, mentent constamment à l'enfant sur sa situation. Ils lui racontent que sa mère est morte ou qu'elle l'a vendue parce qu'elle ne l'aimait plus, ou encore qu'elle a été arrêtée pour des crimes imaginaires. « Ta maman ne viendra plus jamais te chercher », répète Roussel avec une cruauté méthodique. « Elle nous a dit qu'elle ne voulait plus d'un enfant aussi laid et désobéissant. Elle a pris l'argent et elle est partie avec un autre homme. » Ces mensonges, répétés jour après jour, finissent par ébranler la confiance de l'enfant en ses propres souvenirs. Avait-il vraiment une mère aimante? N'a-t-il pas rêvé cette vie antérieure de chaleur et d'affection? Une fois que l'enfant a perdu ses repères temporels et affectifs, commence la phase d'isolement total. Il ne voit plus d'autres êtres humains que ses geôliers, et encore, seulement quelques minutes par jour pour recevoir sa maigre pitance. Le reste du temps, il reste seul dans sa cellule, sans livres, sans jouets, sans aucune stimulation intellectuelle. Cette privation sensorielle s'accompagne d'une privation alimentaire calculée. Henri-Auguste a établi des protocoles nutritionnels différenciés. Certains enfants ne reçoivent que du pain noir et de l'eau, d'autres uniquement des légumes pourris, d'autres encore des mélanges expérimentaux de sa composition. L'objectif est d'étudier les effets de différents types de malnutrition sur le développement physique et mental. Sujet numéro 7, note-t-il méticuleusement dans ses cahiers. Régime B depuis 15 jours.
Perte de poids de 2 livres, premier signe de rachitisme, apathie croissante. Pleurs cessés depuis avant-hier. Cette phase peut durer plusieurs mois, selon la résistance de l'enfant. Certains sombrent rapidement dans une forme de catatonie qui les rend totalement manipulables. D'autres résistent plus longtemps, mais finissent toujours par céder sous la pression constante de la privation et de la solitude. Quand l'enfant a atteint un état de désespoir total, quand il a perdu tout sens de sa propre identité et toute confiance en l'existence d'un monde extérieur bienveillant, commence la phase la plus perverse du processus, la reconstruction. Elisabeth Charlotte prend alors le relais de son époux. Elle se présente à l'enfant comme sa nouvelle maman, celle qui va le sauver de sa condition misérable à condition qu'il lui obéisse aveuglément. Elle lui apporte de la nourriture meilleure, une couverture propre, parfois même un jouet rudimentaire. « Mon pauvre petit », murmure-t-elle avec une tendresse feinte, « comme tu as souffert. Mais maintenant, maman Elisabeth est là. Si tu es sage, si tu fais exactement ce que je te dis, tu ne souffriras plus jamais. » L'enfant, désespéré et affamé d'affection, s'attache pathologiquement à cette figure maternelle de substitution. Il est prêt à tout pour conserver ses bonnes grâces, y compris à renier ses souvenirs antérieurs et à accepter une nouvelle identité entièrement fabriquée. « Tu ne t'appelles plus Pierre », lui dit-elle par exemple. Ce nom appartenait à un méchant petit garçon qui n'existe plus. Maintenant, tu t'appelles Augustin. Augustin de Beaumont, mon fils adoptif, et tu vas apprendre à être digne de ce nom. C'est ainsi que l'enfant perd définitivement son identité d'origine pour devenir un être entièrement malléable, prêt à servir de cobaye humain aux expériences les plus diverses. Une transformation psychologique d'une efficacité terrifiante qui anticipe de 2 siècles les techniques de lavage de cerveau développées par les régimes totalitaires du XXe siècle. Mais tous les enfants ne survivent pas à ce processus de rééducation. Les plus fragiles succombent rapidement aux privations physiques, tandis que d'autres sombrent dans une folie définitive qui les rend inutilisables pour les expériences prévues. Le premier décès survient en décembre 1783, à peine 1 mois après l'arrivée du petit Pierre. Il s'agit d'une fillette de 5 ans, Marie-Rose Dubois, qui avait été confiée au Beaumont par sa grand-mère mourante. L'enfant, déjà affaibli par la malnutrition antérieure, ne résiste pas au protocole C, régime exclusivement composé de légumes avariés et d'eau croupie. Henri-Auguste examine le petit cadavre avec l'intérêt clinique d'un anatomiste. Il note soigneusement les symptômes observés avant la mort. Vomissements persistants, diarrhée sanglante, fièvre élevée, convulsions finales. Ces observations nourriront ses théories sur les seuils de résistance différenciés selon l'âge et le sexe. « Intéressant », murmure-t-il en palpant le ventre gonflé de l'enfant morte. Le sujet féminin de 5 ans ne supporte manifestement pas le protocole C au-delà de 28 jours. Il faudra adapter les dosages pour les prochains spécimens de cette catégorie. Elisabeth Charlotte, qui assiste à cet examen post-mortem avec une curiosité scientifique dépourvue de toute humanité, prend des notes dans un carnet relié de cuir rouge. Elle dessine même des croquis anatomiques sommaires, s'attardant sur les déformations causées par la malnutrition. « Nous devrons être plus prudents avec les doses », observe-t-elle froidement. Un spécimen mort ne nous apprend rien sur les effets à long terme. Il faut les maintenir à la limite de la survie, pas au-delà. Le cadavre de Marie-Rose est évacué la nuit même par Roussel et ses complices. Ils l'enterrent dans une clairière isolée de la forêt domaniale, sans cercueil, sans prière, sans même une pierre pour marquer l'emplacement. Une tombe parmi d'autres dans ce cimetière secret qui va peu à peu se peupler des victimes de la folie Beaumont. Mais cette première mort ne décourage nullement les apprentis tortionnaires. Au contraire, elle les conforte dans l'idée qu'ils mènent des expériences véritablement révolutionnaires, poussant les limites de la connaissance humaine. Dans leur esprit perverti, chaque enfant mort est un sacrifice nécessaire sur l'autel de la science. Les semaines suivantes voient se succéder d'autres décès, chacun soigneusement documenté et analysé. Thomas Moreau, 8 ans, succombe au protocole A.
Jeûne complet 1 jour sur 2, après 6 semaines de ce régime. Ces derniers jours sont marqués par des hallucinations terrifiantes. Il voit des monstres sortir des murs de sa cellule, entend des voix qui l'appellent depuis l'au-delà. « Maman! Maman, viens me chercher !» hurle-t-il dans ses derniers délires, ses petits poings cognant faiblement contre les pierres de sa prison. Henri-Auguste observe ces hallucinations avec fascination. Il y voit la preuve que la privation alimentaire prolongée affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit, ouvrant peut-être des voies vers une compréhension nouvelle de la conscience humaine. Le jeûne mystique des anciens anachorètes, note-t-il dans son journal, pourrait s'expliquer par ces phénomènes neurologiques. Nous tenons peut-être là la clé scientifique des visions religieuses. Petit Claude Martineau, 6 ans, meurt pour sa part des suites du protocole D, exposition alternée au froid glacial des caves et à la chaleur étouffante d'un réduit aménagé près des cuisines. Son petit corps ne résiste pas à ces chocs thermiques répétés. Il développe une pneumonie foudroyante qui l'emporte en 3 jours. Chaque mort est pour les Beaumont l'occasion d'affiner leur méthode, d'ajuster leur protocole pour maximiser la souffrance, tout en évitant les décès prématurés. Car un enfant mort ne peut plus servir de cobaye, et ils ont encore tant d'expériences à mener. Pendant qu'Henri-Auguste se concentre sur les aspects physiologiques de ses recherches, son épouse développe ses propres théories dans le domaine de la psychologie enfantine. Élisabeth Charlotte a été profondément marquée par sa lecture de l'Émile de Rousseau, mais elle en a tiré des conclusions diamétralement opposées à celles du philosophe. Rousseau prétend que l'enfant naît naturellement bon, explique-t-elle à son mari lors de leur discussion nocturne dans le petit salon privé du château. Je soutiens au contraire que l'enfant naît comme une matière brute qu'il faut façonner entièrement. Et pour le façonner, il faut d'abord le briser. Elle met au point des techniques de manipulation psychologique d'une subtilité diabolique. Sa méthode favorite consiste à alterner de façon imprévisible récompense et punition, tendresse et cruauté, espoir et désespoir. L'enfant, ne sachant jamais à quoi s'attendre, développe une dépendance pathologique envers celle qui contrôle entièrement son univers émotionnel. Prenons l'exemple de la petite Claudine Poirier, 3 ans et demi, arrivée au château en janvier 1784. Élisabeth Charlotte commence par l'isoler complètement pendant 15 jours, la laissant pleurer sa mère dans le noir le plus complet. Puis soudain, elle apparaît dans sa cellule comme un ange salvateur, la prend dans ses bras, la berce, lui chante des berceuses. « Ma pauvre petite chérie », murmure-t-elle avec une tendresse parfaitement imitée, « comme tu as dû avoir peur. Mais maman Élisabeth est là maintenant, elle va prendre soin de toi. » L'enfant, désespéré d'affection, s'accroche à cette figure maternelle de substitution avec toute la force de son besoin d'amour. Pendant quelques jours, elle connaît un bonheur relatif. Bonne nourriture, vêtements propres, jouets, câlins. Elle commence même à appeler Élisabeth Charlotte « maman ». Puis, sans raison apparente, la tendresse cède brutalement la place à la froideur. Élisabeth Charlotte redevient distante, sévère, impatiente. Elle reproche à Claudine d'être sale, désobéissante, ingrate. Elle la prive de nourriture, la renvoie dans sa cellule, refuse ses pleurs et ses supplications. « Tu as été méchante », lui dit-elle avec une sévérité glaciale. Les méchantes petites filles ne méritent pas l'amour de leur maman. Peut-être que si tu réfléchis bien à tes fautes, je reviendrai te voir. Cette alternance imprévisible de tendresse et de rejet brise progressivement la résistance psychologique de l'enfant. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal, ne sait pas comment reconquérir l'amour de sa maman de substitution. Elle développe une anxiété permanente, une hypervigilance épuisante, un besoin maladif de plaire qui la rend entièrement manipulable. Observation remarquable, note Élisabeth Charlotte dans son carnet. Le sujet développe une dépendance affective totale après seulement 6 semaines de traitement. Il semble prêt à accepter n'importe quelle version de la réalité pourvu qu'elle lui permette de conserver notre approbation.
C'est ainsi qu'elle parvient à faire croire à Claudine que sa vraie mère était une prostituée qui l'a vendue pour de l'alcool, que son père était un assassin pendu pour ses crimes, qu'elle-même n'est qu'une enfant maudite que seule la bonté des Beaumont peut racheter. L'enfant finit par accepter cette version falsifiée de son histoire, préférant se croire issu d'une famille de criminels plutôt que de risquer de perdre l'amour de sa nouvelle maman. Parallèlement aux expériences psychologiques de son épouse, Henri-Auguste développe ses propres protocoles d'études physiologiques. Ses cahiers, rédigés dans une écriture soignée et méthodique, révèlent une approche scientifique rigoureuse appliquée aux pires atrocités. Il classe ses sujets d'études selon différents critères: âge, sexe, constitution physique initiale, origine sociale. Chaque enfant se voit attribuer un numéro et intègre un groupe expérimental soumis à des conditions spécifiques. L'objectif avoué est de comprendre les mécanismes exacts de l'adaptation humaine aux conditions extrêmes. Le groupe A est soumis au jeûne intermittent. Les enfants ne reçoivent de nourriture qu'1 jour sur 2, avec des rations calculées au plus juste pour éviter la mort par inanition. Henri-Auguste étudie l'évolution de leur poids, de leur taille, de leur développement cognitif sous l'effet de cette privation contrôlée. Jour 42 du protocole A, note-t-il. Sujet 15. Jean-Baptiste M, 7 ans. Perte de poids de 8 livres depuis le début de l'expérience. Retard de croissance estimé à 6 mois. Capacités intellectuelles apparemment préservées, mais attention diminuée. Léthargie croissante. Le groupe B subit différents types d'empoisonnement graduel. Henri-Auguste leur administre de petites doses de substances toxiques, arsenic, plomb, mercure, pour étudier les effets cumulatifs de ces poisons sur l'organisme en développement. Il s'inspire des travaux de Paracels selon lequel c'est la dose qui fait le poison pour déterminer les seuils exacts de toxicité. Protocole mercure, dose 3, écrit-il. Sujet 23, Marie-Anne L, 5 ans. Premier tremblement apparent, chute de cheveux, salivation excessive. Dents commencent à se déchausser. Comportement de plus en plus erratique. Dose suivante dans 1 semaine. Le groupe C sert aux expériences sur la privation sensorielle. Ces enfants sont enfermés dans des cellules hermétiquement closes, sans lumière, sans bruit, avec le minimum de contact humain nécessaire à leur survie. Henri-Auguste veut comprendre comment l'isolement sensoriel complet affecte le développement du cerveau enfantin. Sujet 31. Isolé depuis 28 jours, observe-t-il. Développement de comportements stéréotypés, se balance en permanence, se frappe la tête contre les murs, vocalise réduite à des gémissements inarticulés, réflexe de sursaut exacerbé, semble avoir perdu la notion de son propre corps. Mais le groupe le plus sinistre est sans doute le groupe D, consacré aux expériences sur la douleur. Henri-Auguste a lu les travaux des médecins militaires sur la résistance humaine aux blessures, et il veut approfondir ses recherches en utilisant des sujets non consentants. Il inflige aux enfants de ce groupe des blessures calculées, brûlures, coupures, fractures, pour étudier leur mécanisme d'adaptation à la souffrance. La douleur, écrit-il dans l'introduction de ses notes, constitue un des mystères fondamentaux de la condition humaine. Pourquoi certains individus la supportent-ils mieux que d'autres? Comment le corps s'adapte-t-il à la souffrance prolongée? Ces questions essentielles ne peuvent trouver réponse que par l'expérimentation directe. Il développe une échelle graduée de la douleur depuis les stimuli mineurs, pincements, gifles, tiraillements de cheveux, jusqu'aux stimuli majeurs, brûlures au fer rouge, arrachage d'ongles, fractures volontaires. Chaque enfant du groupe D subit quotidiennement une escalade de souffrance soigneusement calibrée. Sujet 18. Pierre L, 4 ans, montre une résistance remarquable, note-t-il avec une satisfaction évidente. Après 15 jours de stimuli mineurs quotidiens, pleurs réduits de 75%. Semble s'habituer à la douleur. Passage aux stimuli intermédiaires demain. Si ces révélations vous donnent des frissons,
Appuyez sur le pouce en l'air et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il est vraiment arrivé à ces enfants. Car ce que nous allons découvrir dépasse encore l'imagination la plus sombre. Pour mener à bien leurs expériences, les Beaumont ont mis en place une organisation minutieuse destinée à préserver le secret absolu de leurs activités. Le château de Malpertuis devient une véritable forteresse de l'horreur, où chaque détail est pensé pour éviter les indiscrétions. Le personnel domestique fait l'objet d'une sélection drastique. Henri-Auguste ne conserve que les serviteurs les plus dévoués ou les plus compromis, ceux qui ont des raisons personnelles de garder le silence. Barnabé Roussel, le majordome, est un ancien déserteur qui risque la pendaison s'il est dénoncé. Marguerite Valois, la cuisinière, a empoisonné son mari violent et trouve chez les Beaumont une protection contre la justice. Germain Leboeuf et Antoine Massé, les deux hommes de confiance, sont d'anciens braconniers devenus contrebandiers, habitués aux activités illégales et au silence. Tous ces complices reçoivent des salaires largement supérieurs à la normale, ainsi que diverses gratifications qui achètent leur loyauté. Mais ils savent aussi que la moindre indiscrétion leur coûterait la vie. Henri-Auguste n'hésite pas à faire comprendre que la disparition d'un domestique trop curieux ne poserait aucun problème pratique. Vous connaissez tous l'importance de notre travail, leur déclare-t-il lors d'une réunion dans les caves du château, entourés des cellules où gémissent les enfants martyrs. Nous servons la science et le progrès de l'humanité. Ceux qui nous aideraient dans cette noble tâche seront récompensés au-delà de leurs espérances. Ceux qui nous trahiraient disparaîtraient tout simplement. Le message est clair et personne n'ose le défier, d'autant que les complices deviennent rapidement des participants actifs aux atrocités, perdant progressivement toute possibilité de retour en arrière. Roussel, par exemple, prend un plaisir pervers à terroriser les enfants, inventant des menaces toujours plus sophistiquées pour briser leur résistance. La discrétion s'étend également aux relations avec l'extérieur. Les adoptions se font toujours par l'intermédiaire du curé Dubreuil, qui a été progressivement corrompu par des dons de plus en plus généreux. Cet homme d'église, initialement sincère dans ses intentions charitables, devient peu à peu complice actif du système, en fermant délibérément les yeux sur les anomalies qu'il observe. Quand les parents s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leurs enfants, Dubreuil leur sert invariablement les mêmes excuses. L'enfant s'adapte très bien, mais monsieur le comte préfère qu'il ne soit pas perturbé dans ses études. Vous comprenez, l'éducation d'un gentilhomme exige une discipline stricte. Ces explications apaisent temporairement les inquiétudes, d'autant que les familles pauvres n'osent pas questionner les décisions d'une famille noble. Dans la société rigidement hiérarchisée de l'Ancien Régime, la parole d'un comte vaut infiniment plus que celle d'un paysan. Cependant, il est impossible de maintenir indéfiniment un secret de cette ampleur dans une petite communauté rurale où tout le monde se connaît. Les premières fissures dans la façade respectable des Beaumont apparaissent au début de 1785, quand plusieurs coïncidences troublantes éveillent l'attention de certains villageois. Germain Leblanc, braconnier notoire âgé de 45 ans, connaît les bois de Malpertuis comme sa poche. Depuis son enfance, il parcourt ces forêts pour y poser ses collets et ses pièges, échappant à la surveillance des gardes-chasse grâce à sa connaissance intime du terrain. C'est un homme rude et illettré, mais doté d'un sens de l'observation aiguisé par des années de vie clandestine. Par une nuit de février particulièrement claire, alors qu'il traque un cerf blessé dans la partie la plus reculée du domaine, Germain remarque une activité inhabituelle près du château. Des lumières bougent dans les caves, des silhouettes vont et viennent entre les bâtiments, et surtout, il entend des bruits étranges. Des cris étouffés, des gémissements, des sons métalliques qui évoquent des chaînes ou des instruments. Intrigué et prudent, il se dissimule derrière un bouquet de sapins et observe la scène. Il voit Roussel et ses acolytes sortir des caves, emportant quelque chose d'enveloppé dans une toile grossière. La forme et la taille du paquet ne laissent aucun doute. Il s'agit d'un corps humain, et plus précisément d'un corps d'enfant. Le petit groupe se dirige vers la forêt, portant également des pelles et des pioches. Germain les suit à distance, profitant de son expérience de braconnier pour se déplacer sans bruit dans les sous-bois.
Il les voit creuser une fosse dans une clairière isolée, y jeter le corps sans ménagement et recouvrir rapidement la tombe improvisée. Cette scène le glace d'effroi. Que fait-on d'un cadavre d'enfant dans les bois, en pleine nuit, sans prêtre ni cérémonie? Pourquoi cette sépulture clandestine si l'enfant était mort de maladie naturelle? Germain reste caché jusqu'au départ des hommes, puis s'approche de la tombe fraîche. À la lueur de la lune, il remarque que cette fosse n'est pas la seule. La clairière porte les traces de plusieurs inhumations récentes, toutes de dimensions similaires. Un cimetière secret d'enfants, dissimulé au cœur de la forêt domaniale. Le braconnier repart bouleversé par sa découverte. Pendant des jours, il tourne et retourne cette vision dans sa tête, essayant de lui trouver une explication rationnelle. Peut-être ces enfants sont-ils morts d'une épidémie que les Beaumont veulent cacher? Peut-être s'agit-il de morts nés que l'on enterre discrètement? Mais son instinct de chasseur lui dit que quelque chose cloche profondément. Il se souvient des rumeurs qui courent sur les adoptions nombreuses pratiquées par les Beaumont, de l'étrange réticence du château à laisser les parents rendre visite à leurs enfants, de l'enrichissement suspect du curé du Breuil. Pour en avoir le cœur net, Germain décide de surveiller plus attentivement les abords du château. Pendant plusieurs semaines, il établit une véritable veille nocturne, notant les allées et venues, les horaires, les habitudes des occupants. Ce qu'il découvre le remplit d'une horreur grandissante. Presque chaque nuit, des cris d'enfants s'élèvent des caves du château. Des cris de douleur, de terreur, d'appel au secours qui se perdent dans l'indifférence générale. Parfois, ces cris cessent brutalement, remplacés par un silence plus inquiétant encore. Puis, invariablement, quelques heures plus tard, on voit sortir les fossoyeurs de fortune avec leur sinistre chargement. Germain comprend progressivement qu'il assiste à un massacre systématique d'enfants innocents, perpétré par ceux-là même qui prétendaient les sauver de la misère. Cette révélation le bouleverse au plus profond de son être. Lui-même père de 3 enfants, il ne peut supporter l'idée que des bourreaux s'attaquent aux plus faibles et aux plus innocents. Mais que peut faire un simple braconnier contre une famille noble? Comment dénoncer des crimes sans preuve formelle, surtout quand les accusés jouissent de tous les privilèges de leur rang? Germain reste paralysé par l'ampleur de ce qu'il a découvert et par son impuissance à intervenir. C'est finalement l'alcool qui délie la langue de Germain Leblanc. Un soir de mars 1785, à l'auberge du Coq Rouge de Boissy-aux-Cailles. Après avoir bu plus que de raison pour oublier les images qui le hantent, il craque et raconte son secret à quelques paysans de confiance. L'auberge, tenue par la veuve Madeleine Girard, constitue le centre névralgique de la vie sociale du village. C'est là que se propagent les nouvelles, que se forment les opinions, que naissent les rumeurs. En cette soirée pluvieuse, une dizaine d'hommes se sont réunis autour du feu pour boire un vin âpre et échanger les nouvelles du jour. « Il faut que je vous dise quelque chose », commence Germain d'une voix rendue pâteuse par l'alcool et l'émotion. « Quelque chose de terrible que j'ai vu au château. » Les conversations s'interrompent. Tous connaissent Germain comme un homme dur et peu enclin aux épanchements. S'il parle, c'est que la situation est grave. « Des tombes », poursuit-il en vidant son gobelet d'étain. J'ai vu des tombes d'enfants dans la forêt de Malpertuis. Des dizaines de tombes, toutes fraîches, toutes de la même taille. Un silence pesant s'abat sur l'auberge. Les hommes se regardent, incrédules. Pierre Moreau, le père du petit Thomas confié au Beaumont 6 mois plus tôt, devient livide. Des tombes d'enfants, répète-t-il d'une voix blanche. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Germain raconte alors tout ce qu'il a vu. Les corps sortis de nuit des caves du château, les enterrements clandestins, les cris qui s'élèvent chaque soir des souterrains. Peu à peu, une terrible évidence s'impose aux esprits de ces pères de famille. Jean-Baptiste Dubois, qui a confié sa fille Anne-Marie au Beaumont l'automne précédent, se lève brusquement de sa chaise. « Ma fille » murmure-t-il. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait à ma fille ?» Margot Lecomte, qui était venue à l'auberge acheter une cruche d'huile, a entendu la conversation. Elle s'effondre littéralement, secouée de sanglots hystériques. « Pierre, mon petit Pierre, je l'ai donné à ces monstres. »
La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la petite communauté villageoise. En quelques heures, tous les parents qui ont confié leurs enfants au Beaumont sont informés des soupçons de Germain. La panique s'empare du village, mêlée à une colère sourde contre ces nobles qui ont abusé de leur confiance. Mais cette colère se heurte rapidement aux réalités sociales de l'époque. Comment des paysans illettrés pourraient-ils porter des accusations contre une famille comtale? Quel tribunal accepterait d'instruire une affaire sur la seule parole d'un braconnier ivrogne? C'est alors qu'intervient un personnage qui va changer le cours des événements. Adrien Morvier, jeune clerc au Parlement de Paris âgé de 28 ans, qui passe ses vacances printanières chez sa tante Marguerite Rousseau, propriétaire d'une modeste métairie dans les environs. Adrien Morvier incarne parfaitement l'esprit des Lumières naissantes. Fils d'un procureur bourgeois de Paris, il a reçu une éducation soignée qui l'a mis en contact avec les idées nouvelles de son époque. Imbu des principes de justice et d'égalité prônés par les philosophes, sensible aux souffrances du peuple qu'il côtoie dans ses fonctions judiciaires, il ne peut rester indifférent aux accusations portées contre les Beaumont. Quand sa tante lui rapporte les rumeurs qui agitent le village, Morvier comprend immédiatement qu'il se trouve face à une affaire d'une gravité exceptionnelle. Si les soupçons de Germain Leblanc s'avèrent fondés, ils révèlent un crime d'une ampleur inouïe, perpétré par des nobles qui profitent de leur rang pour échapper à toute justice. « Ma tante », déclare-t-il après avoir écouté attentivement le récit des événements, « ces accusations sont si graves qu'elles méritent une enquête approfondie. Je ne peux laisser passer de telles horreurs sans agir. » Marguerite Rousseau, femme de 50 ans au bon sens paysan, tente de le dissuader. « Mon neveu, tu ne mesures pas à qui tu t'attaques. Les Beaumont sont des gens puissants, protégés par leur naissance et leurs relations. Un petit clerc comme toi ne fait pas le poids contre eux. » Mais Morvier a l'obstination de la jeunesse et la conviction de servir une cause juste. Il décide de mener son enquête méthodiquement, en s'appuyant sur ses connaissances juridiques et sa formation intellectuelle. Sa première démarche consiste à vérifier les allégations de Germain Leblanc en consultant les archives officielles. Grâce à sa qualité de clerc, il peut accéder aux registres paroissiaux des villages environnants, aux greffes seigneuriaux, aux documents administratifs qui pourraient éclairer la situation. Ce qu'il découvre confirme et dépasse même les soupçons les plus noirs. En recoupant les registres de baptême, de mariage et de sépulture de tous les villages dans un rayon de 20 km autour de Malpertuis, Morvier établit une liste précise des enfants adoptés par les Beaumont depuis 1778. 47 noms apparaissent sur cette liste. 47 enfants âgés de 3 à 10 ans, tous issus de familles pauvres, tous confiés officiellement aux bons soins de la famille comtale. Mais aucun de ces 47 enfants ne réapparaît dans les registres ultérieurs, une fois l'âge adulte atteint. C'est statistiquement impossible, murmure Morvier en parcourant les documents étalés sur la table de la cuisine de sa tante. Même en tenant compte d'une mortalité infantile élevée, au moins une quinzaine de ces enfants auraient dû survivre jusqu'à l'âge de se marier ou de s'établir quelque part. Or, on ne trouve aucune trace d'aucun d'entre eux. Plus troublante encore, Morvier découvre des anomalies dans la comptabilité du domaine de Malpertuis. Grâce à un clerc corrompu du greffe seigneurial, il parvient à consulter les registres de dépenses du château sur les 5 dernières années. Les achats de vivres, de vêtements, de combustible n'ont pas augmenté proportionnellement au nombre d'enfants prétendument hébergés. Comment nourrir, vêtir et chauffer 47 bouches supplémentaires sans que cela se reflète dans les comptes ? Se demande-t-il, à moins que ces enfants ne reçoivent qu'une pitance dérisoire, ou qu'ils ne soient tout simplement plus en vie. Mais Morvier veut des preuves plus directes. Il lui faut un témoin oculaire, quelqu'un qui ait vu de ses yeux ce qui se passe réellement dans les murs du château. C'est là qu'il a l'idée de corrompre l'un des domestiques des Beaumont. Après plusieurs semaines d'observation discrète, il identifie sa cible. Berthe Caillot, une jeune servante de 18 ans originaire d'un village voisin qui travaille au château depuis 3 ans. Cette fille, issue d'une famille de petits artisans, n'a pas le profil des complices habituels des Beaumont. Elle semble rongée par l'angoisse et la culpabilité, comme quelqu'un qui assiste à des horreurs sans pouvoir les empêcher. Morvier l'aborde un dimanche,
à la sortie de la messe du village. Profitant d'un moment où elle se trouve seule, il se présente comme un ami de sa famille, ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'il a effectivement rencontré ses parents dans le cadre de son enquête. « Mademoiselle Caillot, lui dit-il avec la gravité qui convient, j'aimerais vous parler de choses importantes qui concernent votre travail au château. Des choses qui pourraient vous causer des ennuis si elles venaient à se savoir. » Berthe pâlit instantanément. Elle sait très bien de quoi il s'agit, et la perspective de voir ses secrets révélés la terrifie. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur », bafouille-t-elle en essayant de s'éloigner. Mais Morvier la retient doucement par le bras. « Mademoiselle, je sais que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe au château. Vous n'êtes qu'une employée qui obéit aux ordres. Mais votre silence vous rend complice de crimes abominables. Il est encore temps de sauver votre âme en disant la vérité. » Après plusieurs jours d'hésitation, Berthe accepte finalement de rencontrer Morvier dans les ruines d'une ancienne chapelle, à la lisière du domaine. Ce qu'elle lui révèle dépasse en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer. « Monsieur, » commence-t-elle d'une voix brisée, « je n'en peux plus de garder ces secrets. Ce qui se passe dans ce château, c'est contraire à toute humanité. » Elle confirme que les enfants adoptés vivent dans les caves, dans des conditions épouvantables. Ils subissent quotidiennement des expériences atroces sous prétexte de science. Henri-Auguste étudie les effets de la malnutrition, de l'empoisonnement graduel, de la privation sensorielle. Elisabeth Charlotte développe des techniques de manipulation psychologique pour détruire leur identité. Ils tiennent des cahiers détaillés, explique Berthe. Chaque enfant a un numéro, chaque expérience est notée. Ils prétendent servir la science, mais c'est de la pure cruauté. Morvier apprend que 3 enfants seulement ont survécu à l'ensemble des protocoles. Ces survivants, entièrement reconditionnés, sont désormais élevés comme les héritiers légitimes des Beaumont, ayant perdu tout souvenir de leur identité d'origine. Armé de ces révélations, Morvier convainc Berthe de l'aider à s'introduire dans le château pour voler les preuves documentaires. L'intrusion a lieu par une nuit de janvier 1785, quand les maîtres sont absents. Dans le bureau d'Henri-Auguste, il découvre l'ampleur de l'horreur. Des dizaines de cahiers manuscrits détaillant les expériences, des dessins anatomiques d'enfants morts, des correspondances avec d'autres nobles européens partageant les mêmes recherches. Le manuscrit le plus terrifiant s'intitule « Traité de l'optimisation humaine par la sélection précoce ». Henri-Auguste y expose sa philosophie, créer une race humaine supérieure en éliminant les faibles dès l'enfance. L'humanité future ne peut naître que de la destruction de l'humanité présente, écrit-il. Nos 3 enfants sélectionnés seront les fondateurs d'une dynastie nouvelle, débarrassée des faiblesses qui caractérisent l'espèce actuelle. Plus terrifiante encore, Morvier découvre que les Beaumont font partie d'un réseau international de familles nobles menant des expériences similaires à travers l'Europe. Mais en sortant du château, Morvier est capturé par Roussel et ses hommes. Emprisonné dans les mêmes geôles que les enfants martyrs, il comprend qu'il va mourir. Heureusement, il a eu la précaution de confier un rapport complet à Berthe avec mission de le transmettre aux autorités. Son corps est retrouvé dans la Seine 3 jours plus tard, officiellement noyé dans un accident. Le rapport parvient au procureur général de Paris, mais l'enquête se heurte à d'étranges obstacles, témoins qui meurent, preuves qui disparaissent, juges dessaisis. La Révolution française interrompt définitivement les poursuites. Henri-Auguste et Elisabeth Charlotte sont guillotinés en 1793, mais pour leurs opinions politiques, non pour leurs crimes. Les 3 enfants, sélectionnés, disparaissent dans la tourmente révolutionnaire. Le château est incendié par les paysans. Berthe survit et raconte son histoire jusqu'à sa mort en 1867. Mais personne ne la croit vraiment. Aujourd'hui, dans les archives départementales, cette anomalie demeure. 47 enfants adoptés, 0 certificat de décès à l'âge adulte. Le cimetière secret n'a jamais été retrouvé, englouti par la forêt. Mais le plus troublant reste peut-être cette question. Que sont devenus les descendants des 3 enfants sélectionnés? Quelque part en Europe, des lignées portent peut-être encore les gènes et les idées de leurs bourreaux.
car les idées ne meurent jamais vraiment. Dans les archives de l'Académie des sciences, un dossier porte encore la mention « Candidature d'Henri-Auguste de Beaumont. Travaux sur la physiologie de la croissance, suspendus ». Les cahiers du comte ont mystérieusement disparu des archives judiciaires. Et parfois, dans la campagne de Seine-et-Marne, des promeneurs jurent entendre des pleurs d'enfants portés par le vent d'automne. 47 petites âmes qui réclament encore justice après plus de 2 siècles. Vous croyez que toute la vérité a été révélée sur les Beaumont? Commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets enfouis de l'histoire de France et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les mystères les plus sombres de notre passé. Car parfois, la réalité dépasse la fiction de la manière la plus terrifiante qui soit.